Vous travaillez 60 heures par semaine. Vous arrivez en avance. Vous partez en dernier. Vous acceptez quand d'autres refusent. Vous suivez les règles. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, votre santé pour votre emploi, pour votre équipe, pour une promesse future. Vous êtes fidèle. Vous êtes honnête. Vous êtes fier de faire les choses correctement. Et pourtant, vous vous retrouvez à observer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui triche, qui parle plus qu'il ne produit, qui connaît les bonnes personnes mais ne possède pas vos compétences, gravir les échelons plus vite, vivre la vie que vous pensiez mériter. Et vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question. Peut-être que la vraie question est, quel mensonge m'a-t-on fait avaler? Depuis l'enfance, on vous a enseigné que le travail acharné mène à la réussite, que l'effort donne des résultats, que si vous vous investissez assez longtemps, le système finira par vous remarquer, vous reconnaître et vous récompenser. Mais que se passe-t-il si cette équation est fausse? Pire encore, si elle n'a jamais été vraie? Nietzsche, le philosophe allemand qui a brisé les illusions et dévoilé les structures cachées de nos croyances, écrivait que le labeur moral, ce travail célébré pour son obéissance, son abnégation et son humilité n'a rien de noble. C'est une forme d'esclavage intérieur, un piège psychologique destiné non pas à vous élever, mais à vous maintenir à votre place. Voici une vérité inconfortable. Dans un monde où le pouvoir détermine les résultats, la morale est souvent un outil pour contrôler ceux qui n'en ont pas. On vous a appris que la vertu était sa propre récompense. Que si vous restiez discret, loyal et intègre, la justice finirait par triompher. Mais la vie n'est pas équitable. La vie est une lutte. La vie est politique. Et le système auquel vous vous consacrez ne récompense pas la vertu. Il récompense la valeur. Non pas la valeur que vous produisez, mais celle que vous possédez. Voilà pourquoi une infirmière épuisée après 12 heures de service gagne moins qu'un influenceur vendant des recettes pour s'enrichir vite. Voilà pourquoi un ouvrier, cassé par des décennies de travail physique, prend sa retraite avec à peine de quoi vivre, pendant qu'un spéculateur s'enrichit sur des manipulations de chiffres. Ce n'est pas votre faute si vous avez cru à ce mythe. Ce mythe a été conçu pour des gens comme vous pour vous garder docile, pour vous garder productif, pour éviter que vous ne posiez des questions trop dérangeantes comme « Qui profite de ma loyauté ? Qui tire avantage de mon épuisement ? Pourquoi le système célèbre le travail mais récompense toute autre chose ?» Nietzsche ne vous disait pas d'arrêter de travailler. Il ne faisait pas l'éloge de la paresse ni de l'égoïsme. Ce qu'il remettait en question, c'est l'idée que l'obéissance c'est une vertu en soi, que souffrir sans compensation est sacré, que la vertu consiste à se soumettre. Il appelait cette façon de penser la morale d'esclave, un système de valeurs né non pas de la force, mais de la faiblesse, non pas du pouvoir, mais de la peur. Souhaitez-vous que je continue avec la section suivante en français? Et si vous avez l'impression d'être coincé malgré le fait de tout faire correctement, vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous commencez à comprendre que le monde n'est pas détraqué. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Ceux qui gravissent les échelons ne sont pas toujours les plus compétents ni les plus généreux. Ce sont ceux qui comprennent le pouvoir, comment l'approcher, comment l'exercer, comment détacher leurs valeurs personnelles de l'approbation du système. Alors posez-vous la question, et si travailler plus dur n'était pas la solution? Et si croire au labeur moral n'était pas votre salut, mais votre prison? Car tant que vous ne remettez pas ce mensonge en question, vous continuerez à vous épuiser pendant que d'autres réécrivent les règles. Regardons de plus près cette contradiction flagrante. Si le travail acharné menait réellement à la réussite, pourquoi les personnes qui travaillent le plus intensément peinent-elles souvent à simplement survivre? Réfléchissez. Les ouvriers qui se lèvent avant l'aube et travaillent jusqu'à l'épuisement. Les infirmières qui enchaînent les doubles gardes, courent d'un patient à l'autre, sautent leur repas, ratent les fêtes. Les livreurs, les agents d'entretien, les conducteurs de bus, les routiers, ceux qui font tourner les villes, ceux qui font fonctionner le monde matériel. Et pourtant, ce sont précisément ces personnes qui vivent au jour le jour, qui s'angoissent pour leur loyer, qui ne peuvent pas se permettre de tomber malades. Pendant ce temps, une personne qui filme des vidéos de conseils financiers dans une Lamborghini louée peut gagner en une journée ce qu'une infirmière perçoit en un mois. Vous l'avez vu. Vous l'avez ressenti. Ce n'est pas une anomalie du système. C'est le système. Car si le travail soutient la société, ce n'est pas lui qui la gouverne. Ceux qui gagnent le plus, PDG, gestionnaires de fonds, responsables politiques, influenceurs, ne sont pas ceux qui transpirent dans des entrepôts ou passent leur journée debout en blouse. Ils ne subissent ni contraintes physiques, ni sacrifices corporels. Ils opèrent dans un tout autre domaine, celui de l'influence, du positionnement et de la propriété. Ils ne se contentent pas de travailler. Ils se positionnent.
Ils façonnent la perception. Ils détiennent les leviers. Soyons honnêtes. Nous vivons dans un monde où la valeur n'est pas corrélée à l'effort, mais au pouvoir. Un système où posséder du capital, contrôler le récit et tisser des réseaux produit bien plus que toute contribution concrète. Et ce système, ce n'est pas une erreur. C'est une construction. Car le travail physique, même le plus honnête, peut être remplacé. Il peut être automatisé, délocalisé, sous-payé. Mais le pouvoir sur les ressources, le travail, l'information se démultiplie. Une infirmière soigne un patient à la fois. Un investisseur peut déplacer des milliards en quelques secondes. Et le système récompense ce qui est extensible. C'est là que le mythe du travail moral devient cruel. On nous a appris que la souffrance est noble, que le sacrifice discret est admirable, que ceux qui servent dans l'ombre sont le socle moral de la société et en un sens, c'est vrai. Mais soyons clairs, la morale ne paie pas le loyer. Elle ne finance pas votre retraite. Elle ne règle pas vos factures. Souhaitez-vous que je poursuive avec la prochaine section en français? Les éloges ne construisent pas la richesse, et le sacrifice ne donne pas automatiquement accès à l'influence. Tandis que les classes laborieuses entendent qu'il faut baisser la tête et se montrer reconnaissant, ceux d'en haut sont formés à la stratégie, au droit, à la manipulation, à l'acquisition de capital. On ne leur apprend pas à servir, mais à diriger. Non à supporter, mais à dominer. Ils apprennent les règles puis découvrent comment les réécrire. Alors posez-vous cette question. Si le travail moral est vraiment si noble, si indispensable, pourquoi ne donne-t-il aucun pouvoir? Pourquoi les travailleurs les plus essentiels sont-ils aussi les plus facilement remplaçables? Pourquoi la société proclame-t-elle l'importance du travail acharné, tout en détournant les fruits de ce travail ailleurs? Nietzsche dirait que c'est parce que le système moral lui-même a été conçu par les puissants non pour libérer les foules, mais pour les endormir. Il enseigne la soumission, pas l'autonomie. L'abnégation, pas la réalisation de soi. Il glorifie l'obéissance et punit la rébellion. Voilà pourquoi ce mensonge perdure, parce qu'il sert ceux qui détiennent le pouvoir. Il maintient les masses dans l'effort, l'espérance, la persévérance pour une récompense qui ne viendra jamais. Car la promesse du « un jour » est la chaîne la plus efficace jamais inventée. Alors la vraie question s'impose. Si l'effort ne mène pas au pouvoir, qu'est-ce qui y mène? Et surtout, êtes-vous prêt à désapprendre ce mensonge qu'on vous a inculqué? Pour comprendre comment cette illusion s'est enracinée, pourquoi le monde valorise la manipulation plus que le mérite, l'image plus que la constance, il faut aller plus loin. Il faut examiner les fondements même des valeurs qu'on nous a transmises. Et pour cela, nous devons revenir à Friedrich Nietzsche. Nietzsche ne voyait pas la morale comme un bien universel. Pour lui, c'était un instrument imaginé, affiné, utilisé par les puissants pour servir leurs intérêts. À ses yeux, la morale n'était pas vérité, c'était une stratégie. Il établissait une distinction radicale entre deux systèmes de valeurs opposés, la morale des maîtres et la morale des esclaves. La morale des maîtres naît de la force. Elle valorise l'ambition, l'audace, la créativité et la volonté de transformer le monde. Elle ne cherche pas la validation. Elle fixe ses propres critères de valeur. Ceux qui l'incarnent définissent le bien comme ceux qui les renforcent, ceux qui accroissent leur autonomie, leur vision, leur puissance d'action. Dans cette perspective, la force n'est pas une menace, elle est admirable. Et la morale? Elle est tout ce qui affirme la vie, la puissance et la création. La morale des esclaves est d'un autre ordre. Elle émane de la faiblesse. Elle naît chez ceux qui ne peuvent s'imposer par leur force. Alors, ils renversent les valeurs. Ils proclament que l'humilité vaut mieux que la puissance, que l'obéissance dépasse l'indépendance, que la souffrance est la marque d'une supériorité morale. Souhaitez-vous que je poursuive avec la suite? Dans ce système, les traits autrefois perçus comme des signes de faiblesse sont redéfinis comme des vertus, car c'est la seule façon pour les impuissants de préserver leur dignité dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas. Et voici le piège. Une fois que ce modèle moral se répand, il devient sacré, intouchable. Il n'est plus vu comme une stratégie de survie, mais comme une vérité morale. C'est ainsi que le travail moral a été glorifié. L'idée selon laquelle les gens bien se sacrifient, que ceux qui ont de l'honneur doivent servir, que la vertu consiste à faire son devoir sans rien attendre en retour. On loue l'employé qui ne se plaint jamais, qui dit toujours oui, qui fait passer les autres avant lui sans voir que ce récit bénéficie à ceux qui profitent de son silence. Nietzsche vous dirait, ce n'est pas pour votre morale qu'on vous récompense. C'est pour vous endormir. On vous félicite pour votre fiabilité, on vous promeut parce que vous êtes docile, on vous récompense non pour vous émanciper, mais pour éviter que vous ne posiez les vraies questions.
On vous donne un titre, une plaque, une augmentation juste assez pour entretenir l'espoir, mais pas assez pour vous rendre libre. Pendant ce temps, le vrai pouvoir, la propriété, l'autonomie, le contrôle reste hors de portée. Alors pourquoi cette croyance persiste-t-elle? Pourquoi tant de personnes restent-elles attachées à l'idée que souffrir, c'est être vertueux? Que le sacrifice est vu et reconnu? Que l'obéissance sera un jour récompensée? Parce que cette histoire est belle. Parce qu'elle donne un sens à la douleur. Parce qu'elle permet de supporter l'injustice sans avoir à la confronter. La morale des esclaves perdure non pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle apaise. Et le confort est un anesthésiant puissant. Mais Nietzsche n'écrivait pas pour réconforter. Il écrivait pour réveiller. Pour nous entraîner dans cette liberté effrayante qui commence quand on arrête d'attendre la justice et qu'on commence à définir ses propres règles. Alors la véritable question devient évidente. Ce n'est pas seulement pourquoi on nous a appris à souffrir en silence. Mais à qui profite ce silence? Et si ce système est aussi déséquilibré, si clairement orienté pour récompenser la manipulation plutôt que la contribution, pourquoi tant de gens honnêtes y croient-ils encore? Pourquoi des millions de travailleurs continuent-ils à poursuivre une promesse qui se concrétise rarement? La réponse ne se limite pas à l'économie. Elle est psychologique. Elle commence tôt, bien avant votre premier salaire. Dès l'enfance, on vous enseigne que le monde est juste, que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, que la justice finira par triompher. Les contes, les dessins animés, l'école, tous répètent le même refrain rassurant. Si tu fais ce qui est juste, tu seras récompensé. Sois honnête. Sois gentil. Travaille dur. Et la vie aura un sens. Mais voici le problème. Cette croyance a un nom. Les psychologues l'appellent le biais du monde juste. Souhaitez-vous la suite? L'idée que le monde est fondamentalement juste, que l'effort mène au résultat, que ce que l'on donne nous revient toujours, est rassurante. Elle donne de l'espoir. Elle permet de donner un sens à la douleur. Mais elle est fausse. Et s'y accrocher, surtout dans un système qui privilégie le pouvoir à la morale, n'est pas seulement naïf, c'est dangereux. Car pendant que vous travaillez tard, que vous revérifiez les tableaux, que vous corrigez des erreurs que vous n'avez pas commises, quelqu'un d'autre apprend à manipuler l'échiquier. Pendant que vous dites oui, que vous restez poli, que vous couvrez les absents, quelqu'un d'autre tisse son réseau, calcule les rapports de force, apprend à détourner les règles à son avantage. Vous pensez être moral. Ils sont stratégiques. Et dans ce système, c'est la stratégie qui l'emporte. Voilà pourquoi l'ingénieur qui maintient les infrastructures peut être licencié, tandis que le responsable image, bien entouré, grimpe les échelons. Voilà pourquoi une infirmière perd sa prime de week-end pendant que le budget communication de l'hôpital double. Vous avez été formé à faire confiance au système. Ils ont été formés à le contourner. Et voici ce qui est cruel. Le système ne se contente pas de ne pas récompenser l'effort, il se sert de votre croyance en la justice pour vous garder docile. Plus vous attendez qu'on reconnaisse votre vertu, plus vous devenez facile à contrôler. Car ceux qui croient en la justice ne se révoltent pas. Ils attendent. Ils espèrent. Ils continuent à s'épuiser pour un jour. Mais ce jour n'arrive jamais. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'état d'esprit. De comprendre que si vous continuez à suivre une mauvaise carte, vous n'atteindrez jamais la bonne destination. Les règles qu'on vous a données n'étaient pas faites pour vous donner du pouvoir. Elles étaient conçues pour créer de l'obéissance. Et ceux qui vous ont transmis ces règles, ils connaissaient le vrai jeu. Ils avaient juste besoin que quelqu'un d'autre continue à y jouer. Alors si le monde n'est pas juste, si la vertu ne mène pas au pouvoir, qu'est-ce qui y mène? Comment avancer sans devenir cynique? Comment évoluer sans trahir ce que l'on est? La solution n'est pas de rejeter vos principes. C'est de cesser de les vénérer. De ne plus considérer le sacrifice comme une stratégie. De comprendre que de bonnes intentions ne remplacent pas une vraie direction. Car dans un monde dominé par le pouvoir, comprendre son fonctionnement fait partie de l'éthique. Lorsqu'on comprend enfin que la justice n'est pas une certitude, mais un récit conçu pour vous faire taire, on commence à reprendre les rênes. On cesse d'écrire une histoire d'obéissance aveugle. Et on commence à en écrire une de force consciente. Pas de soumission, mais de souveraineté. Pas d'attente passive, mais de repositionnement actif dans le monde. Alors, que faire une fois l'illusion brisée? Que fait-on lorsqu'on réalise que l'obéissance ne sera jamais récompensée? On ne renie pas ses valeurs. Souhaitez-vous que je poursuive avec la suite? Vous redéfinissez ce que signifie réellement la force. C'est là que beaucoup échouent après avoir ouvert les yeux, ils croient que la seule façon d'échapper à l'exploitation, c'est de devenir froid. Mais Nietzsche ne prônait pas la cruauté. Il ne vous demandait pas de renier vos principes.
Il vous exhortait à cesser de confondre obéissance et bonté. Son appel n'était pas de détruire la morale, mais de dépasser la morale des impuissants. De devenir une personne qui ne se contente plus de suivre les règles, mais qui les écrit. Quelqu'un qui ne demande plus la permission de vivre pleinement. Dans la vision de Nietzsche, cette personne est le surhomme Übermensch. Pas un tyran, pas un méchant, mais un être qui transcende les valeurs héritées. Un bâtisseur de sens. Quelqu'un qui s'éloigne des systèmes qui ne le servent plus et en invente de nouveaux. Le surhomme ne cherche pas à être vu. Il affirme sa propre valeur. Il ne reste pas silencieux en espérant une promotion. Il agit selon ses propres termes. Il voit le système tel qu'il est mais refuse d'en être l'otage. Il sait quand jouer selon les règles et quand il est temps de les réécrire. Il comprend que le pouvoir n'est pas mauvais en soi, il est nécessaire. Non pas pour dominer les autres, mais pour régner sur soi, sur sa direction, sur son avenir. Et vous avez vu ces personnes. L'entrepreneur qui quitte le confort pour poursuivre sa vision. L'investisseur qui transforme le rejet en innovation. Le créateur qui cesse de demander et commence à agir. Pensez à Elon Musk évincé de ses propres entreprises, qualifié d'instable jusqu'à ce qu'il bâtisse un empire à force de foi, d'audace et du refus de laisser la peur tracer son chemin. Ce qui distingue ces personnes, ce n'est pas seulement le talent ou les opportunités, c'est leur mentalité. Elles ont cessé de se demander « Quand va-t-on me remarquer ?» et ont commencé à se demander « Pourquoi est-ce que je leur donne ce pouvoir ?» Ce changement passé de l'attente à l'action, de la soumission à la création, c'est exactement ce que Nietzsche appelait de ses vœux. C'est cela, briser les chaînes du travail moral. Mais ce n'est pas facile. Sortir de cette prison implique de renoncer à quelque chose de profondément réconfortant, votre attachement à être perçu comme une bonne personne. Cela signifie accepter de peut-être décevoir ceux qui profitaient de votre docilité. Cela veut dire être prête à avancer seule, le temps de construire quelque chose d'authentique. Ce n'est pas une question de confiance en soi. C'est une question de courage. Car la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la création. Elle consiste à bâtir une vie en accord avec vos valeurs les plus profondes et non avec celles imposées par un système qui s'enrichit de votre soumission. Il ne s'agit pas de devenir égoïste. Il s'agit de devenir souverain. Alors posez-vous la question, sincèrement, que se passerait-il si vous cessiez d'attendre la reconnaissance et commenciez à vous offrir la vie que vous désirez vraiment? Que signifierait le fait d'arrêter de mendier une place à la table des autres pour enfin construire la vôtre? Souhaitez-vous que je continue avec la dernière partie? Vous n'avez pas besoin de devenir impitoyable, mais vous devez prendre la responsabilité de votre propre pouvoir. Car une fois que vous comprenez que le système ne viendra pas vous sauver, la seule voie possible est de cesser de le servir et de commencer à construire quelque chose de plus grand. Alors, à quoi ressemble l'action après l'éveil? Après avoir vu à travers l'illusion du travail moral, après avoir cessé d'attendre l'équité, et choisi non pas de rejeter la morale, mais de reprendre votre puissance, que se passe-t-il ensuite? Tout commence par cette prise de conscience. La gentillesse n'est pas une faiblesse, mais la gentillesse stratégique est une véritable force. Trop souvent, on confond être bon avec être passif. On croit que dire oui, éviter les conflits, et se mettre en retrait est une preuve de vertu. Mais comme Nietzsche le dirait, la morale sans conscience n'est qu'une forme déguisée d'obéissance. Le but n'est pas de devenir froid ou manipulateur, mais d'être lucide. De traverser la vie avec à la fois une boussole morale et une stratégie de survie. La gentillesse stratégique, c'est savoir quand aider et quand se retirer. C'est lire les gens, pas leur accorder une confiance aveugle. C'est comprendre le contexte, savoir quand parler, quand se taire, quand agir. Ce n'est pas dire oui à tout le monde pour être apprécié. C'est dire oui lorsque cela correspond à vos valeurs, à votre cap, à votre force. Voici la vérité. Tous les emplois ne méritent pas votre loyauté. Tous les dirigeants ne méritent pas votre confiance. Toutes les opportunités ne méritent pas votre temps. Vous devez devenir ce genre de personne qui sait quand partir. Quand quelque chose ne vous sert plus, et que vous trouvez le courage de vous en détacher, ce n'est pas un échec. C'est parfois le début de votre liberté. C'est là que le pouvoir entre en jeu, non pas comme quelque chose que l'on arrache aux autres, mais comme quelque chose que l'on revendique pour soi. Le pouvoir de créer. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir de construire des systèmes où vous ne vous contentez pas de gagner votre vie, mais où vous êtes propriétaire de votre trajectoire. Où votre énergie ne sert pas uniquement la machine de quelqu'un d'autre, mais alimente une mission qui reflète vos propres valeurs. Cela peut vouloir dire lancer votre propre activité, développer une autre source de revenus, ou comprendre les mécanismes de l'influence non pour manipuler, mais pour protéger votre vision. Cela peut vouloir dire apprendre à négocier, poser des limites, dire « je ne ferai plus ça » et le faire.
Ce ne sont pas des trahisons de vos principes. Souhaitez-vous que je termine avec la dernière partie? Ce sont les signes de votre maturité. Car la vérité, c'est que si vous ne comprenez pas les règles du jeu du pouvoir, vous resterez toujours un pion sur l'échiquier. Mais si vous les apprenez, vous n'êtes pas obligé de vous perdre en chemin. L'essentiel, c'est de considérer le pouvoir comme un outil, pas comme une récompense. Que vos principes vous guident, mais que la stratégie oriente vos actions. Nietzsche l'exprimait clairement, le pouvoir en soi n'est pas mauvais. C'est la volonté de se dépasser, de devenir plus qu'un exécutant, plus qu'un rouage, plus qu'un employé simplement loyal. C'est la volonté de devenir l'auteur de sa propre valeur. Et cela est impossible si vous considérez la morale comme une prison. Il faut la voir comme une boussole qui pointe vers votre propre cap, non vers l'approbation des autres. Alors non, ne reniez pas vos valeurs. Ne devenez pas un joueur désabusé en quête de prestige pour le prestige. Mais apprenez les règles du jeu. Comprenez ce qu'est le levier. Apprenez à distinguer quand vous êtes utilisé et quand vous êtes véritablement reconnu. Car l'avenir n'appartient pas aux dociles, il appartient à ceux qui sont lucides, conscients, capables d'allier principe et puissance, empathie et clarté. Il n'appartient pas à ceux qui attendent que le monde change, mais à ceux qui apprennent à changer les termes mêmes de leur existence. Si on vous a appris que le travail suffit que baisser la tête, rester fidèle, et faire ce qui est juste finirait par payer, il est temps de vous réveiller. Non pas parce que l'effort ne compte pas, mais parce que sans pouvoir, sans stratégie, sans autonomie, l'effort vous enferme. Un homme libre ne se contente pas de travailler, il lit le système tel qu'il est. Il l'analyse, il le comprend, et lorsque les règles ne servent plus, il en crée de nouvelles. Voilà la différence entre survivre et diriger. Entre être une pièce d'un engrenage étranger et devenir l'architecte de son propre avenir. Alors si vous en avez assez d'attendre, si vous êtes prêt à cesser de croire que le sacrifice suffit, si vous voulez penser plus profondément, agir avec intelligence et vivre selon vos propres termes, voici le point de départ. Suivez cette voie pour découvrir une philosophie qui ne fait pas que décrire le monde, mais vous aide à redéfinir votre place en son sein. Une idée à la fois. Une décision après l'autre.